fait des études, j'étais plutôt entouré de gens qui en avaient fait moins. Et donc, j'étais l'homme à abattre. Un enfant de 10 ans, en 1980, il courait 600 mètres en 3 minutes. Ok. Aujourd'hui, il met 4 minutes. Me réveiller un jour en disant « Oh là là, c'était dangereux, il fallait vendre de l'alcool, je t'ai pas préparé ». Bon, si tu sais que t'as un tempérament à risque, tu vas chez Nestlé Waters et tu vends de l'eau, tu vois. Enfin, il n'y a pas de problème. Le sport gratuit en France. Et le sport amateur ne tient que grâce aux bénévoles. Si tu mettais tous les licenciés de clubs de foot tous ensemble, ça ferait le plus grand parti politique de France, tu vois. Est-ce que toi, le sport business, t'as dégoûté un petit peu ou alors pas du tout? Le dernier match, c'était 15 € pour tout le monde. Les ultras se fâchent et nous disent c'est trop cher, il n'y a personne qui va venir. Et donc le président Stéphane Martin m'appelle et il me dit carte blanche, tu fais ce que tu veux, faut remplir le stade. Bonjour Jacques, comment vas-tu? Bonjour Pierre, ça va bien et toi? Ça va super. Merci beaucoup d'être là ce matin, aujourd'hui, pour parler de plein de sujets. On a pu préparer dans de bonnes conditions cet épisode ensemble. Tu as pu me raconter un petit peu ta carrière. J'ai pu fouiner également sur tout ce que tu avais fait. Et il y a plusieurs choses qui m'ont paru très étranges dans le début de ta carrière. Tu as commencé chez Pernod Ricard, tu es parti chez Nike, au final atterrir chez les Girondins de Bordeaux, puis confonder des boîtes, devenir président de la Sportec. Un parcours hyper riche, et j'ai galéré à descendre sur ta page LinkedIn tellement il y avait d'expériences diverses et variées. Jacques, est-ce que avant tout, tu peux te présenter à nos auditeurs et te définir en fait comme étant le Jacques aussi d'aujourd'hui? Oui, c'est vrai que du pastis à la Ligue 1, il n'y a qu'un pas. Non, écoute, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, donc moi j'ai 48 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui vient de partir aux États-Unis pour faire du foot et faire des études. On en reparlera peut-être parce que c'est un peu lié avec mes projets du moment. Mais effectivement, ouais, j'ai eu la chance de faire mes études à Paris après avoir vécu 20 ans à Marseille. Je suis né. Un petit choc? Un petit choc, ouais. Un petit choc, pour moi, c'était le Nord, tu sais, c'était la transhumance sans retour. Et donc, le train mettait beaucoup plus de temps pour monter à l'époque. Bon, bref, en tout cas, je m'étais préparé à faire 3 années d'école de commerce pour vite revenir au soleil, au chaud dans le sud. Bon, ça s'est pas exactement passé comme ça parce que, au détour des opportunités, je me suis rendu compte, en école de commerce qu'il y avait plein de domaines qui m'intéressaient. Et donc j'étais à la fois au bureau des sports, membre du club foot, capitaine pendant un certain temps et j'étais également au bureau des élèves pour, organiser les soirées et cetera. Et donc cette dualité sport et fête, elle s'est un peu retrouvée dans mon parcours professionnel. Ok. Et voilà, donc mon premier stage, que je fais au détour d'un forum, tu sais, ces fameux forums, tu rencontres plein Où d'entreprises. tu rencontres plein d'entreprises qui viennent te pitcher de Ouais, venir les rejoindre. exactement. Je rencontre une jeune femme, en plus, très belle, qui me dit: Ah, «Moi, je reviens d'un stage chez Ricard, à Marseille». Et bon, moi, ça me manquait vachement le sud, donc j'ai envoyé mon CV, j'ai été pris. t'as Et envoyé le CV pour la dame ou pour le job? Les deux? un peu les 2, Cette un peu les dualité 2. aussi? C'est la dualité toujours. Mais voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que je fais mon premier stage là-bas, je fais du marketing, j'apprends un métier, dans un contexte, tu vois, super convivial. Donc je suis très attiré par, l'histoire, de Paul Ricard, qui est vraiment un entrepreneur, qui lance en 1932 son fameux produit, dans les quartiers nord de Marseille, avec un lien avec le sport très fort. Il a créé le circuit Paul Ricard. Il a créé qui était hyper avant-gardiste, dans les années 70. Il a été, sponsor de Tabarly, tu vois, pour des traversées de l'Atlantique, bon. Et comme il y avait le côté sportif, tu vois, ce côté 93, Ligue des champions, moi je savais que j'étais pas assez bon sur le terrain, donc je voyais, Bernard Tapie qui réussissait, à réconcilier, toutes les communautés de Marseille, qui est quand même une ville, mosaïque, tu vois? C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, après Bernard Tapie, je voulais pas lui ressembler sur tous les sujets, tu vois? Pas Mais sur le sujet. Mais il y a quand même de très belles réussites, voilà. aussi. Et en fait, je fais mon premier stage chez Ricard, mon deuxième stage chez Nike, mon troisième stage chez Eurosport. Et Eurosport, j'étais pris dans une autre boîte, qui vendait des alcools, donc tout le temps, ça OK. s'est retrouvé. Et après, ouais, il s'est trouvé que, pour plein de raisons, moi, je suis parti à l'étranger après mes études. Je voulais voir un peu ce qui se passait, ailleurs. J'ai fait un voyage, sac au dos, en Amérique du Sud, découvert le Pérou, la Bolivie. Et au retour de ce voyage-là, j'ai eu l'opportunité de partir en Australie, en VIE, chez Pernod Ricard. Et là, c'est parti pour une carrière de effectivement, presque 12 ans où Ouais. j'ai travaillé, Et tu fait pas mal de et puis tu fait pas mal de jobs aussi chez eux. oui, c'est ça, Tu as c'est ça. monté un peu les échelons parce Ouais, que, moi, sans trahir de secret, j'ai un de mes copains, on en parlait juste avant, qui bosse chez Bollinger. ouais, On fait gaffe, hein, parce qu'il faut pas trop faire de pub, ouais, sur les alcools faut à la consommer avec vidéo, modération, tu vois? à consommer avec votre modération. Et un gars là, il me dit: «Ah, bah, c'est pas mal, il a monté les échelons pendant plus d'une dizaine d'années, il a vu pas mal de choses». Et ce qui est assez fou, c'est que j'ai aussi d'autres potes qui bossent dans ce milieu-là. Et je trouve que en premier job,
c'est toujours des ambiances, très particulières, très famille, et où en fait, tu te retrouves avec plein de jeunes, tu débutes ta carrière là-bas. Moi, mon pote, il est plutôt sales, on va dire, donc tu as toujours cette dualité entre vendre ton produit et faire le tournée des bars et des restaurants pour vendre ce que tu as. Toi, tu as commencé où? Moi, En j'ai fait partie du sales ou marketing peut-être pendant 5 en ans, marketing? m'occuper des whisky premium, Ouais, voilà, Jameson, Chivas, et cetera. Et puis le groupe a pivoté en rachetant des actifs assez importants, notamment des marques de champagne, Mumm et c Perrier-Jouët. ouais, Et moi, je me suis occupé de Perrier-Jouët, ce qui était une révolution parce que historiquement, la Société Ricard vendait plutôt des alcools, on va dire, d'entrée de gamme, tu vois, Clan Campbell, et cetera. Et d'un coup, on se retrouvait dans le monde du luxe. Et donc, tu vois, c'était un peu l'inverse de L'Oréal. Il y avait très peu de gens ouais. en marketing, beaucoup de gens, sur le terrain. Et il y a eu un directeur commercial qui est d'ailleurs aujourd'hui président de la Société Ricard, qui s'appelle Guillaume Girardet, qui, voilà, qui m'a proposé de basculer du monde du marketing, où tu es quand même, un peu dans l'entre-soi avec des gens qui ont fait les mêmes études, et cetera, où, tu vois beaucoup d'agences, tu vois? J'avais un peu l'impression que oui, c'est stimulant pour le cerveau et c'est Ouais. hyper intéressant. Mais quand je suis arrivé, à Paris, en l'occurrence, pour être chef de vente, où j'avais une équipe de 7 commerciaux qui avaient entre, je sais pas, 24 et 55 ans, tu vois? Donc pareil, une variété énorme, de profils à gérer. Bah, tu fais, 10 établissements par jour. Les établissements en question, c'est souvent des bars ou des brasseries, très souvent tenus par des Aveyronnais d'ailleurs à Paris. OK, Donc tu manges bien. et tu bois bien aussi? Ouais, voilà, toujours avec modération. Mais effectivement, le truc, c'est que, moi, ça a été un peu, un retour à la vie réelle. C'est-à-dire que je me suis dit: «Waouh, OK, il faut déjà créer des relations humaines avec les gens, tisser des liens qui dépassent, tu vois, la simple relation commerciale». Ce que tu n'avais pas, en Bah, marketing? en marketing, tu vois, quand tu fais des campagnes publicitaires, tu fais des études, hyper Ouais, chères, et cetera, tu travailles sur les panels, parfois tu es un peu déconnecté. Tu parles du ouais. consommateur. Tu vois? Le consommateur, alors après chez Nike, c'était le customer, après dans la tech, c'est le user, tu vois? Et en fait, ça déshumanise un peu, la relation, en fait. Et donc ce passage de 4 ans à Paris, comme chef de vente, j'ai pris des coups, de malade. Il y a plusieurs fois, je me suis levé, j'avais laissé ma famille à Marseille pendant les 6 premiers mois. Tu vois? Tu te dis: «Qu'est-ce que je fais là, quoi? OK. Qu'est-ce que je fais là?» Parce que Tu as en tête justement, un exemple, de se dire: «Bah, qu'est-ce que je fais, ici?» ouais, ouais, j'ai plein d'exemples, en fait. Il y a un événement, au château Lavoisine qui est, pas très loin de Clairefontaine, là où s'entraîne l'équipe de France, qui est d'ailleurs l'ancien centre d'entraînement de l'équipe de France de rugby, qui a été racheté par, la famille Ricard et maintenant c'est leur centre de formation, tu vois? Pas centre de formation pour Pour joueurs les de foot, employés, mais tu veux dire? voilà. Et donc nous, on avait un événement de ball trap, tu vois? Tir aux pigeons comme tu veux, bon c'est pas des pigeons, c'est des assiettes. Et donc il y avait toute la restauration, franchement, francilienne qui se retrouvait, c'était un super événement. Et ça a chauffé avec un des commerciaux qui est aujourd'hui d'ailleurs, décédé malheureusement. Et je me rappelle me dire: «Waouh, tu vois, c'est un peu comme sur un terrain de foot où tu t'énerves avec, ton adversaire et que ça Ouais, s'envenime, et cetera, dans le football de district», tu vois? Et je me suis dit: «Putain, je pensais pas, que ça pouvait monter autant sur, en fait, une histoire de légitimité». ouais, Parce que moi, j'arrivais de Marseille, à Paris, j'arrivais du marketing au sales, j'arrivais du siège en région, parce que le siège était à Marseille. Et j'avais, fait des études et j'étais plutôt entouré de gens qui en avaient fait, moins. Et donc j'étais l'homme à abattre, tu vois? Et c'est déstabilisant au début et puis après quand tu te remobilises et que tu te rends compte que tu peux prouver par l'exemple que c'est possible d'y arriver. Et notamment on avait un concours de vente, on vendait des préventoirs, à whisky pour la fin d'année. ouais, Et on m'avait dit: «C'est impossible de gagner, il y a des régions de France où ils sont trop forts». On a gagné cette compète-là et c'était pas, tu vois, c'était pas des millions à gagner, ouais, c'était souvent voilà, des dîners, des machins. Et et on même c'est pour l'ego aussi. Ouais, pour l'ego. Et on a assis un peu la notoriété de notre équipe comme ça, quoi. En Ouais, disant: «Nous, on peut aussi gagner des compètes au niveau ouais. national». Quand tu vois ce parcours-là et ce passage, je dirais, chez Pernod Ricard, hem, avec le recul, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce que tu as appris qui te sert encore aujourd'hui? Ce que j'ai adoré, c'est ce côté un peu démesure, c'est-à-dire qu'il y avait un congrès mondial qui avait lieu sur l'île des Ambiers, qui est une île, Oui, Lille, ouais, qui appartient à qui a la Paul famille Ricard Ricard aussi, où, tu ouais. vois, il y a pareil, en termes d'avant-gardisme, il y a un institut océanographique pour la préservation des fonds marins qui a été fondé, je sais plus exactement quelle année, mais dans les années 70. Hem Tu vois? Donc il y a vachement de fonds. C'est pas eux qui ont inventé le RSE, mais quand même, tu vois? Il était très généreux avec les salariés.
Donc moi, ce que je retiens, c'est que quand tu arrives à créer un esprit de corps avec des valeurs ultra fortes, tu peux amener, des salariés à se dépasser, quoi. Parce que nous, on comptait pas les heures, on était passionnés, tu vois? Donc évidemment, il y avait, un intérêt parce que, bah, comme je te disais, tu as l'intéressement, la participation à la fin de l'année, Effectivement. tu vois? Ça reste quand même centré un petit peu autour de l'argent, mais tu as aussi cette culture de la convivialité Bien sûr, que je trouve très fort, qui a parfois été même dénoncée par certains médias. Moi, j'ai en tête, par exemple, une émission d'Élise Lucet bien sûr. où tu vois les champs et cetera. Donc bon, j'ai pas vécu ça Ouais. de l'intérieur, donc j'ai pas vraiment la vision que tu as pu avoir, mais à la fois, quand tu es jeune, Non, moi, quand tu atterris, je trouve que je c'est pense qu'il c'est faut faire vachement incroyable. gaffe à l'hypocrisie parce que quand tu signes un contrat de travail, tu sais où tu signes, tu vois? Il y a personne qui t'a forcé à prendre le stylo donc se réveiller un jour en disant: «Oh là là, c'était dangereux, il fallait vendre de l'alcool, j'étais pas préparé». Bon, si tu sais que tu as un tempérament à risque, tu fais autre Faut chose. mieux pas faire ça. Tu vas chez Nestlé Waters et tu vends de l'eau, tu vois? Enfin, il y a pas de problème. Et encore, tu as vu l'eau, elle peut être controversée des Ouais, fois. aussi, aussi. Donc non, moi je suis très fier d'avoir fait ce parcours-là chez eux et j'ai d'ailleurs des potes qui y sont toujours, qui ont fait des carrières fantastiques, dans le monde entier et Ces expositions aussi internationales ouais, où tu as la capacité de bouger un peu je vois partout. pas pourquoi on pourrait pas être fier de Ouais, des boîtes françaises qui réussissent, en fait. Tu vois? OK. C'est pour Non, moi, j'entends. c'est Moi, ce groupe-là m'a toujours un peu fasciné, tu vois? Je me suis toujours dit: «Bon, si j'avais pas fait de la finance, peut-être que j'aurais bossé dans les spiritueux». Mais bon, pour l'instant, j'ai pas vocation à changer. Je suis bien dans mon domaine. On va passer maintenant à Nike peut-être. Il y a peut-être des étapes un petit peu entre et intermédiaires, mais il y a une partie que tu nous disais juste avant, tu mentionnais le fait que tu te pointes à un entretien en costume chez ouais. Nike, ça me semble un peu lunaire. Ouais, bah, tu sais, j'ai pas les codes. Je suis étudiant, j'ai pas les codes, je me dis: «Je vais mettre une veste», je mets quand même pas la cravate, tu vois? Je refais l'erreur, quand je suis, chassé, en 2013. J'ai rendez-vous avec le DG France, je sors d'une journée, très active, chez Pernod Ricard. Je prends la voiture pour aller à Saint-Ouen-l'Aumône puisque le siège est à côté de Cergy-Pontoise et je refais la même erreur de remettre la chemise et tout. Les baskets, je me rappelais que c'était quand même, très important de porter des Tu as baskets de acheté la marque. des chaussures, blanches, des Air Force blanches, avec le J'en tailleur? avais en stock, j'en avais en stock. Mais non, écoute, le 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 fait est que ce qui m'a convaincu, c'est la rencontre avec, Eric Quenneux, pardon, qui était DG et le directeur commercial de l'époque qui était un Belge, Yoram De Boet, qui m'a accueilli en t-shirt blanc, hyper cool, mais qui m'a posé des questions super précises, qui m'a fait, tu vois, raconter mon PNL, donc le budget, comment gérer, qu'est-ce que c'était mon travail au quotidien. Donc il y avait derrière un côté cool, Nike, c'est une machine de guerre, c'est-à-dire que voilà et c'est vrai que la transition mmh, de manière un peu simpliste, de faire l'apéro, tous les jours, à faire du foot tous les jours, ça a été, un moment, je pense, important pour moi parce que, encore une fois, j'avais cette North Star, comme on dit, cette étoile du berger qui était que à la fin, j'avais cette envie de travailler dans le foot Oui, et donc je savais que si je restais chez Pernod Ricard toute ma vie, ce serait très difficile de rebasculer, donc Nike pour moi, c'était pas forcément une transition parce que quand tu rentres dans un job, tu te dis pas, voilà. Mais c'est vrai que ça allait très vite parce que, bah, du coup, j'ai retrouvé, cette culture absolument folle, complètement différente de ce que j'avais vécu pendant 12 ans puisque, bah, c'est à même tes collègues, l'américaine. j'imagine que tes collègues n'ont pas du tout la même, si on peut prendre des pincettes, mais la même hygiène de vie. J'imagine que tu as des gars Ouais, qui sont alors hyper moi sportifs, j'ai des femmes aussi c'est très vrai, sportives. mais tu vois, alors moi, pour le coup, j'ai toujours fait du sport toute ma vie parce Ouais, que c'est un équilibre, dont j'avais besoin. Mais c'est vrai que, ce qui avait changé entre mon stage, en 2000 et 2013 quand je retourne chez Nike, c'est le type de sport que les gens faisaient. C'est-à-dire que, par exemple, en 2000, il y avait du foot tous les jours. En 2013, il y avait du foot 2 fois par semaine et en revanche, il y avait des gens qui couraient tous les jours. OK. Il y avait aussi une meilleure, mixité. C'était pas encore, totalement du 50-50, mais le monde du sport, a commencé à se diversifier, tu vois, au fur et à mesure et on n'en est pas encore arrivé, malheureusement à la parité, hein. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur avec, Sportech. On avait sorti un guide sur, la place des métiers, la place des femmes dans les métiers du sport. Donc je pense que c'est un sujet qui est éminemment important. Moi, j'ai découvert, le football mixte chez Nike. OK. Donc le midi, on jouait avec, Tu as des infrastructures ou pas ouais, de tu as sport chez Nike? foot à 5, Ouais, encore une fois, tu es à Saint-Olomone, il y a de l'espace. ouais. Tu es très vite dans la forêt quand tu veux aller courir, il y a une salle de gym. Bon, tu vois, tu imagines bien que
c'est fait pour, J'espère quoi. qu'ils ont au moins le minimum syndical, quoi. Exact. Mais d'ailleurs, le siège qu'ils ont choisi, européen aux Pays-Bas, ça a été le 1er club d'athlétisme, OK, créé dans le pays. Enfin, tu vois, ils essayent toujours de se mettre dans des endroits un ouais, peu, j'imagine. mythiques. Donc ouais, non, j'ai adoré cette période-là. Ça a été très rapide sur la France parce qu'ils m'ont vite envoyé, au siège européen à Amsterdam. OK. Tu avais des contacts quand même, avec des sportifs ou pas? Parce que sur les réseaux, quand tu vois Nike, tu te dis: «Bon, bah, forcément, tu dois peut-être participer à des events avec, des sportifs de haut Ouais. niveau». Te Bah, tu ouais, c'est vrai qu'ils te font des conventions où tu pars à 1000 aux États-Unis, 1000, tu vois, toute la force de vente de l'Europe qui part d'un coup. On a fait Portland, on a fait, Orlando, on a fait la Portland qui est Nouvelle-Orléans. le siège Ouais, historique du groupe, c'est bien ça? exact. J'avais lu le livre du fondateur Ah de génial, Nike, je pense que tu l'as peut-être lu bien aussi. sûr, Shoe Dog. Ouais, et je trouvais ça passionnant, la manière dont Ouais, il a commencé, surtout avec je les baskets, concurrencer, ouais, les géants et cetera, et la manière dont il a construit cette boîte-là, je trouvais ça assez fou, quoi, et incroyable. c'est comme ça que je me rappelle que c'était à Portland, dans l'Oregon, si je me trompe pas, Exactement, et exactement donc tu y allais plusieurs parce fois? que Phil Knight, qui est le fondateur, était lui-même un athlète. Il courait, à un niveau, quasi national, tu vois? Ouais, et je crois qu'il était dans la compta aussi, il était, dans la Ouais, comptabilité, si je me ouais, trompe pas. tout à fait. Ah, tu as une bonne mémoire. Ouais, Et son coach qui s'appelait, Bill Bowerman, lui a designé des semelles de chaussures en utilisant un moule à gaufres. Et donc OK, ça permettait d'avoir une meilleure adhérence, quand tu faisais de l'athlétisme et cetera. Et c'est comme ça que sont nés les waffles, le gaufre en anglais, les premières chaussures de running avec, des débuts de crampons, quoi, tu vois? C'était pas les crampons en fer et tout, mais et ouais, donc pour répondre à ta question, on voyait des stars tout le temps. ouais. Moi, j'ai vu, je sais pas, Bebeto, Mo Farah, des joueurs de foot dans tous les sens. J'ai vu, Rory McIlroy, enfin, évidemment, pas en tête à tête, tu vois? Il y a beaucoup de gens dans la salle, mais c'est totalement fascinant quand tu es passionné par, le monde du sport et que tu vois ces gens-là qui sont des idoles suivis par des millions de Ouais, gens et que tu écoutes leur parcours. Toujours, moi, ce qui me marque toujours avec ces gens-là, c'est l'humilité totale. OK. C'est-à-dire que C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as déjà vu un dirigeant, d'une grande boîte de sport, un Nike, un Adidas, perdre un peu ses moyens devant un athlète, de très haut niveau? tout le temps, tout le temps. Alors, je l'ai plus vu aux Girondins parce que là, pour le coup, quand je bascule dans le monde du foot, j'étais très proche de, pas mal de joueurs. Et c'est vrai que tu vois des chefs d'entreprise qui gèrent des milliers de salariés et ils sont face à, je sais pas moi, heu, je peux te donner comme exemple, Koscielny ou, Costil ou Jules Koundé ou Tchouaméni, tous des joueurs qui sont passés à Bordeaux quand j'y étais. Bah, c'est des petits garçons, quoi. C'est des petits bonhommes qui sont là et tout impressionnés, qui demandent, «Ça vous embête pas de signer un maillot pour mon fils ou pour moi-même?» Tu vois? C'est ahurissant le pouvoir des sportifs de haut niveau sur les gens en général, pas que les chefs d'entreprise en vrai, tu vois? Les C'est enfants l'influence qu'ils ont? les enfants qui pleurent, qui sont en transe, tu vois? Moi, ça me rappelle les images des Beatles dans les années 70 quand ils font des concerts, Ouais. quand les gens se ou Claude François, tu vois? Quand les gens se jettent sur lui parce que et ça existe toujours dans la musique, je pense. Il y a toujours un peu ce côté, idolâtrie, peut-être je sais pas, c'est un peu moins, mais et c'est très, très présent dans le sport, hein. Ouais, dans le sport, ouais. C'est Et ultra tu présent dans le penses sport, hein. que c'est dû à quoi? Parce que c'est vrai que tu as fait un passage ensuite Nike, peut-être qu'il y a des éléments entre ces 2 parcours-là, mais tu as passé après aux Girondins de Bordeaux, Ouais, et donc là, pour le coup, tu parlais un peu d'objectifs tout à l'heure, de mettre un pied un jour ouais, dans le sport de très haut niveau. C'est ce qui va se passer quand tu ouais, vas rejoindre les Girondins de Bordeaux. exact. Hem, je te parlais un petit peu en off tout à l'heure que j'ai reçu, Thierry Veil qui a travaillé au RC Strasbourg à l'époque, qui était directeur administratif et financier du club, qui avait lui aussi une grande passion pour le football, et une fois qu'il a mis les pieds dans ce milieu-là, n'a plus jamais voulu revenir même dans un stade. Est-ce que toi, le sport business t'a dégoûté un petit peu ou alors pas du tout? Elle est bonne ta question parce que, il y a des choses, dont tu t'écartes un peu. Par exemple, c'est vrai que moi, je vais voir moins de matchs dans les stades et c'est un peu une overdose. En fait, tu te rends pas forcément compte, mais quand tu travailles dans un club pro, tu peux voir, 3 à 5 matchs par semaine. C'est énorme. Tu as les pros qui peuvent jouer 2 fois dans la semaine, quand il y a les coupes d'Europe notamment. Tu vas voir l'équipe féminine, ça fait 3. Parfois, il y a une actualité, brûlante avec une équipe de jeunes, je sais pas moi, la La Gambardella, les Gambardella, 19 c'est tout ce nationaux, que je connais. voilà. Et puis moi j'ai 2 fils, donc j'allais voir les matchs de mes enfants aussi et comme moi je joue aussi un peu, donc tu vois, ça fait beaucoup, beaucoup de foot dans la semaine. Tu es un peu obligé de regarder ce qui se passe, sur les autres terrains de Ligue 1 pour, être au courant, tu vois? Ça fait partie de ton métier.
d'être, en capacité de parler avec les sponsors ou les partenaires des autres équipes, des bons joueurs du championnat. Ceux qui considèrent que le sportif n'a pas d'intérêt quand tu travailles dans un club, bon, j'y crois pas une seule seconde, donc ça m'a pas dégoûté, mais c'est vrai que, pour aller voir un match, il faut qu'il y ait quelque chose un peu atypique, tu vois? Ouais. Mais est-ce que c'est cette connaissance que tu as acquise chez eux, de l'intérieur, de vivre, l'expérience foot, mais du côté, pro, sport business? Je le disais, souvent, moi aussi j'étais dans le sport, dans le basket. J'adore aller voir des matchs, mais il me semblerait que si j'étais amené un jour à travailler à l'intérieur d'un club, de voir ce qui se passe d'un point de vue business, aussi d'ego, de relations avec les sportifs, d'enjeux financiers, hem, l'ensemble de ces éléments-là font peut-être qu'à un moment donné, tu vois plus ton sport de toujours de la même manière. Est-ce que ça a été ton cas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, entre, le rêve de gamin, hem, un peu réalisé du coup, le jour où, tu vois, je me retrouve à rencontrer Nicolas Taverneau, qui était donc propriétaire du club, patron d'M6, dans les locaux d'M6, et cetera. Entre le moment où tu as cette espèce de rêve qui se réalise, où tu as Stéphane Martin qui est président du club à l'époque, après, 18 ou 19 années de présidence de Jean-Louis Trio, qu'en fait le club se prépare à être vendu puisqu'ils étaient, en train de rhabiller la mariée comme on dit, bon moi ça je le savais pas, je faisais partie du du package pour habiller la mariée. Mais effectivement, entre le jour où tu arrives émerveillé dans le stade et que tu vois de l'intérieur les vestiaires, les joueurs qui arrivent, les gens qui commencent à arriver par vagues de plusieurs dizaines de milliers, tu vois? Il y a des c'est un stade de 42 000 places à Bordeaux, c'est grand, tu vois? Il y a des stades où tu es à guichet fermé. Donc Oui, ça veut dire que tu fais vibrer 40 000 personnes. Moi, j'ai un souvenir magique, une anecdote, incroyable où, il y a une grosse remontada de janvier à juin, de janvier à mai, 2018, où le club passe de la 14e à la 5e place qualificative pour les tours préliminaires d'Europa League. Et donc il y a 3 tours de qualification. On gagne le premier, on gagne le deuxième et le troisième, on a fait 0-0 à l'aller contre la Gantoise, et si au match retour on gagne, on se qualifie pour l'Europa League. C'est un match à presque 10 millions d'euros de tu veux gains dire d'enjeux, donc de en gains? en droits télé. En droit télé, OK. Ce Et qui représente, quand même ce une qui grosse somme? représente, ouais, c'est le budget du club, quand j'y suis, c'est entre 65 et 70 millions d'euros. Tu as presque 35-40 millions de droits télé, en fonction des résultats et cetera. Tu rajoutes 10 millions, c'est énorme, Oui, c'est colossal. Donc j'avais, une politique tarifaire à l'époque, qui était qu'on avait offert les 2 premiers matchs parce que les gens passent pas mal de temps sur le bassin d'Arcachon l'été, donc c'était dur de les faire venir. Donc on avait réussi à avoir un peu de monde, et donc le dernier match, c'était 15 € pour tout le monde. Les ultras se fâchent, les ultramarines, qui est le club de supporters bordelais, et nous disent: «C'est trop cher, il y a personne qui va venir». Et une semaine avant le match, il y a 1 000 billets vendus sur 42 000 places, et il y en a 800 qui ont été achetés par des Belges. OK. Donc on est mal. Et donc le président Stéphane Martin m'appelle et il me dit que: «Carte blanche, tu fais ce que tu veux, faut remplir le stade». Parce que l'enjeu billetterie, même si on avait vendu toutes les places à 10 €, 42 000 places, ça fait 400 000, 420 Ouais. 000 C'était par rien rapport, par rapport aux 10 millions. voilà, exactement. Donc il y a pas d'enjeu économique. Donc on ouvre les vannes. On appelle tous les partenaires, on appelle, Pernod Ricard, on appelle tout le monde. On offre des invitations à tous nos bistrots Régent, Intersport, bon bref, je vais pas tous les citer, mais on repackage, le prix. On dit: «Ce sera 5 € pour tout le monde». Et en une semaine, on a dû, tu vois, changer la billetterie, rembourser les gens qui avaient déjà acheté. Ça a été assez complexe d'un point de vue technique. On a fait guichet fermé. Guichet fermé. Aurélien Tchouaméni, c'est son plus gros souvenir des Girondins de Bordeaux. Il dit: «Quand on était, dans le vestiaire, avant de rentrer, on sentait les vibrations». C'est pas plein très souvent, à part contre Paris et Marseille, c'était pas plein très souvent. Bah, tu gagnes le match, tu vois? Et tu fais vivre à ce stade qui est quand même assez récent, parce que c'est un des stades de l'Euro 2016 qui a été OK. ça a été, inauguré en 2015 par Zidane, bien sûr. Par rapport à Chabandelmas ou l'Escure pour les Bordelais qui sont, restés sur ce nom-là, c'est vrai il y avait un côté romantique à l'Escure, le stade en centre-ville que l'Union Bordeaux-Bègles en rugby a récupéré avec beaucoup de plaisir. Ouais. Voilà, donc pour répondre à ta question, il y a des côtés magiques, mais il y a des côtés très durs. Il y a des Ouais. côtés très durs, voilà, qui marquent une vie, professionnelle, voire une vie tout court. Comment ça va se terminer, du coup, cette aventure avec les Girondins de Bordeaux? Bah, ça se termine qu'au bout d'un an, le club est vendu à des fonds d'investissement américains. C'était un LBO pour ceux qui aiment des termes un peu financiers, c'est-à-dire, voilà, un club Avec qui une était, majorité de dettes? voilà, majorité d'aide, financé par 3 fonds d'investissement différents. Tu as le fonds, qui a eu l'idée qui s'appelle, GACP avec Joe Dagrosa
qui est un peu comme, John Textor à l'Olympique Lyonnais, côté un peu cow-boy, on va dire, mais qui connaît absolument rien au foot. Mais que moi je trouve très sympathique par ailleurs, tu vois? Qui a fait, fortune en rachetant des franchises Burger King, bon, qui a une histoire assez rigolote. Mais celui qui a mis le plus d'argent, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle King Street et c'est eux qui positionnent un nouveau président et qui est arrivé du Paris Saint-Germain et donc il y a, une année, en 2019 qui est un peu complexe pour moi parce que j'avais un gros périmètre, j'avais un gros terrain de jeu, je m'occupais de toute la partie commerciale et communication et au fur et à mesure, il y a eu des recrutements qui ont été faits sur, des périmètres que je gérais, initialement. Donc j'ai vu mon champ de responsabilité se réduire un peu au fur et à mesure. Donc il y avait une guerre de clochers entre les fonds d'investissement, King Street d'un côté, GACP de l'autre. Donc à la fin de ma deuxième année, je suis parti du club et je suis parti notamment parce que j'avais une opportunité qui se présentait, chez les voisins du rugby à l'Union Bordeaux-Bègles pour être directeur général adjoint. D'accord. Donc Et tu es parti du coup? il était temps que je parte parce que l'ambiance était un peu délétère entre les anciens salariés de l'RM6 qui étaient, là pour un peu, être les gardiens du temple, la nouvelle équipe qui arrivait avec, des idées de révolution pour faire un peu, ce qui avait marché au PSG, ce qui est incroyable, hein, ce qui a été fait au PSG, mais c'est vrai que c'était pas forcément duplicable immédiatement à Bordeaux. Oui. Voilà et malheureusement, bah, derrière, le club a connu des revers, successifs au niveau sportif, jusqu'à la vente du club à Gérard Lopez qui, a entraîné, au bout de quelques années de mauvaise gestion, une descente en National 2. Ce qui est terrible pour une ville, qui a vécu, autant de belles années, qui a Oui. gagné autant de titres de champion de Et France en très peu de temps souvent en ça très peu de temps. mais c'est souvent comme ça, je l'ai remarqué, moi qui regarde aussi le basket, tu as l'impression que tu peux passer du pire, enfin du meilleur au pire, très rapidement. Moi, tu vois, j'ai en tête, Élan Chalon que je suis beaucoup. En 2017, on est champion de France et très peu de temps après, on va enchaîner, quasiment 2 années très difficiles pour redescendre en seconde division et remettre plusieurs années à réatteindre Ouais, cette première division. Tu as l'impression que c'est vraiment, une descente souvent aux enfers quand les éléments et les étoiles ne ouais. s'alignent pas. J'ai un pote là qui prépare un documentaire qui s'appellera l'anatomie d'une chute, tu vois? Bon, c'est un terme, un peu galvaudé, mais c'est vrai que tu as, beaucoup de gens qui se posent la question de comment ça s'est passé, quoi, aussi rapidement, une Ouais, institution pareille. Après, il y en a d'autres, hein, on a vu qu'à Saint-Étienne, ça avait été très compliqué. Il y a ouais. plein de clubs, Lyon, ils ont vécu une crise, terrible. Donc je pense qu'on est en train de petit à petit revenir à la normale. Bah, Nicolas Taverneau, qui est maintenant patron des médias de Ligue 1, de la Ligue 1 et donc de la chaîne Ligue 1+, hem, bon, les droits télé, c'est beaucoup moins d'argent qu'avant. C'est, pour moi, c'est pareil, tu vois? Tu arrives dans un business, ça reste un business, où quand tu commences l'année, tu as 65 du chiffre d'affaires qui est déjà assuré. Ouais, Pour certains clubs, ça peut être 70, pour d'autres, c'est un peu moins ouais. et donc tu poses pas vraiment la question de comment générer des revenus additionnels sur la billetterie, le sponsoring, les revenus digitaux et cetera, ou en tout cas tu te la poses, mais vite fait. Il y a une question que je me suis posée souvent, à l'époque, c'était Canal+ qui avait les droits, télé pour la Ligue 1, si je me trompe pas et le grand patron de Canal avait dit, «Moi, je peux pas donner plus que cet argent-là pour la Ligue 1» et à ce moment-là, je sais que dans les instances décisionnelles, de cette ligue, il y avait des offres qui sont arrivées un peu plus chères, qui ont été acceptées par ailleurs et qui a entraîné en quelque sorte un petit peu une chute au niveau de ses droits télé. Est-ce que le grand patron de Canal avait bien, sizé, avait bien compris qu'en fait, l'offre qu'il faisait était déjà bonne pour les clubs et était, raccord avec ce que le marché, souhaitait et était en capacité d'admettre? Ouais, écoute, encore une fois, c'est une super bonne question parce que c'est déjà, il y a quand même une grosse demande de consommation du foot à la télé. C'est un des derniers, spectacles, live où l'incertitude du résultat, fait rêver des millions de gens. On a encore vu, la semaine dernière, Paris qui gagne à la dernière seconde contre Lyon avec un but dans les arrêts de jeu. C'est tu vois, il y a c'est le seul spectacle vivant et en plus le foot est connu au niveau mondial pour être le sport où il y a le plus d'incertitudes. Il y en a beaucoup moins en foot américain où tu vois, il y a des écarts de et je pense que Tu pas osé dire basket. j'ai pas dit basket, mais non, je monte pas face à un spécialiste comme toi. Donc non, je pense que les choix de Canal, faut quand même pas oublier qu'ils ont la Ligue des Champions, tu vois? Qu'ils ont, la Première Ligue. Donc après voilà, ils font un peu, c'est une sorte de posture aussi, tu vois? C'est des dirigeants où il y a beaucoup d'ego, ils ont pas voulu, rentrer dans la surenchère, sur la négo des droits télé de la Ligue 1. Pour moi, c'est une histoire qui reprendra un jour, tu vois? Je pense qu'il y a trop d'historique,
On a tous vécu les premiers matchs à la télé sur Canal avec, Charles Bietri, Michel Denisot et cetera. Donc moi, je crois à un retour un de ces jours avec, en bonne intelligence, tout le monde qui se remet Ouais, autour de la table en oubliant le passé, les litiges et cetera. le temps fera Ouais. sûrement bien les choses. On va passer maintenant à une autre partie de ta carrière. On va peut-être tu parlé un petit peu du club de rugby de Bordeaux. Tu vas y rester peut-être quelque temps. Mais il y a un sujet aujourd'hui qu'on va traiter parce que les gens qui nous écoutent, comprennent qu'on parle de sport et de business, un peu de sport et de tech. Est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu comment, dans la suite de ton parcours, tu vas t'intéresser à ce qui est le sport, mais ce qui est aussi la tech et comment on peut lier les 2? Le rugby dure pas longtemps parce que je commence le 1er mars 2020 et qu'il y a le covid le 15 mars, donc ça a été, une expérience très courte et quand tu vis 2 expériences, coup sur coup, dans des clubs pro, que tu as déménagé toute ta famille, qui vivait à Amsterdam, dans une ville comme Bordeaux où, bah, après les Girondins et l'UBB en termes de sport, tu as quand même un peu fait le tour. Il y a les boxeurs en hockey, mais c'est quand même plus petit et donc je me suis dit: «Faut que je trouve un truc, qui résonne un peu plus avec, ma raison d'être» et moi depuis assez jeune, j'ai coaché à l'âge de 14 ans, des équipes de gamins et cetera donc j'avais cette cette idée qu'il fallait que je reconnecte, avec la jeunesse. Et donc j'ai eu la chance, via Stéphane Martin, qui était mon premier président girondin, de rencontrer 2 entrepreneurs qui avaient lancé, un capteur pour les footballeurs amateurs qui s'appelle Footbar, qui est doté d'un accéléromètre, enrichi avec de l'intelligence artificielle et qui permet de comprendre les gestes du footballeur. Donc à la différence des pros qui mettent des bracelets GPS qui vont te donner, bah, des données physiques, heu, nombre de kilomètres parcourus, ton cardio et cetera. Là, tu rajoutes des éléments techniques. Nombre de passes, nombre de tirs, vitesse de tir et cetera. Donc ça te permet d'avoir, accès à des stats un peu comme les pros, sauf que c'est beaucoup moins cher et que Ouais. tu peux l'acheter chez, Decathlon ou Intersport et OK, donc là, cetera. c'était vraiment genre, la cible, c'était le mass market. Exactement. C'est-à-dire que c'était pas Voilà, réservé qu'à une élite, exactement et moi je l'ai rejoint fin 2020 quand le covid est passé par là et que tous les centres de foot à 5 dans lesquels ils étaient présents étaient fermés. Donc j'ai structuré l'approche, B2C donc c'est-à-dire, business to consumer pour les non et avertis. pour les non avertis et en gros, c'est vrai que c'est mon père qui me dit à chaque fois: «Mais il faut que tu précises ce que ça veut dire, on comprend pas» et donc on a eu la chance de rentrer chez Decathlon. Alors, très bizarrement, on est rentré chez Decathlon le lendemain d'un reportage sur le JT d'M6, une espèce d'effet de cause à effet où on a eu un buzz médiatique, hyper sympa et bon après voilà, la marque s'est installée dans cet univers-là, qui était une catégorie de produits que les gens connaissaient peu. Parce que finalement les objets C'est connectés, tu vendais ça combien? hem, alors c'est marrant parce que quand je suis arrivé chez Foodbar, le capteur, il était à 150 €. OK, Très rapidement, quand on a commencé avec Decathlon, on a compris que ça pourrait pas marcher, que ouais, c'était trop cher. Donc on a en moins d'une semaine, Decathlon avait halluciné de ce revirement stratégique. On a repositionné le prix à 99 € OK. et depuis, ça a évolué sur une offre, mixte avec abonnement, où le capteur en lui-même, est beaucoup moins cher, 59 €. Mais tu peux avoir un abonnement annuel qui te permet d'avoir accès à des services et cetera. Coaching, comparaison avec d'autres joueurs et voilà, donc j'ai fait 4 ans, passionnants, dans cette, start-up qui m'a permis de découvrir, des termes que je connaissais pas, l'IA, le B2C, bon bref, et qui m'a, permis de me rendre compte du pouvoir d'innovation, sur des terrains de jeu hyper variés parce que nous, on était plutôt sur la dimension, développement de la pratique, Ouais, sport amateur. J'ai découvert avec effroi, à ce moment-là, un peu avec, les premiers pas au sein de l'organisation de la Sportec que j'ai commencé à découvrir, grâce à Footbar et un de mes associés qui était, dans le comité directeur, en tout cas des 1ers fondateurs de cette association qu'on appelle collectif, parce qu'on est dans le sport. Ce que j'ai découvert avec effroi, c'est qu'on était la 119e nation sur 145 sur la pratique sportive des adolescents et donc je me suis intéressé de près à ce retard OK. en me disant: Ça me paraît fou, «Ça te paraît fou». parce qu'en fait, quand je vois les résultats de nos équipes de foot dans le monde, même de basket, tu vois? Je me rends compte qu'on est en train d'envoyer, plein de joueurs en NBA, on est peut-être l'une des nations ces dernières années et dans le futur qui va envoyer le plus de joueurs en NBA. La présence quand même du sport, même si elle est peut-être un peu moins présente qu'aux US, parce que dans les universités, bon, il y a pas de club en fait, c'est les gens sont dans leurs universités et jouent pour leur université ou pour leur high school, leur lycée. Je tu me sors ce classement-là, tu vois, je l'avais pas du tout en Ouais. tête. Alors je vais te donner un exemple avec des chiffres qui sont approximatifs, mais un enfant, de 10 ans en 1980
il courait, il courait 600 mètres, en 3 minutes. OK, Aujourd'hui, il met 4 minutes. c'est fou. Voilà, Et ça, c'est un enfant lambda? l'enfant lambda. OK. Donc ça veut dire que ce que tu décris, c'est l'excellence de la formation Pour les élites pour ou les pour élites. les personnes qui ont des aptitudes physiques et même, qui sont C'est très ça. forts dans leur domaine? Et après, il y a un trou énorme, mais Ah, je l'avais énorme pas. déjà sur, le niveau moyen. C'est-à-dire que, on parle que des stars qui partent en NBA ou qui sont, pros, en foot ou en rugby et cetera. Mais il y a une vraie, crise sur, que vont faire des gens qui sont en centre de formation qui signent pas pro. Ça, c'est un autre sujet Qui ça. ont parfois un bon niveau d'études et cetera. Il y a pas, comme aux États-Unis, la possibilité de faire du sport universitaire, par exemple. Ouais, Tu vois? Pour donner cet exemple-là, le sport universitaire aux États-Unis, c'est 18 milliards de business cumulés grâce aux droits télé. ouais, Parce qu'il y a, 50, 60, 70 000 personnes dans les stades. Les étudiants sont maintenant, payés, ouais. ce qui était pas le cas jusqu'à il y a 1 an. C'est plus, de business que les 5 championnats de foot européens cumulés. C'est énorme parce que tu vois, on a un gros problème, je pense que tu en as peut-être entendu parler. Là, je te prends la casquette basket. On a un gros problème ces dernières années en France, c'est les jeunes issus des centres de formation français qui partent en NCAA, donc qui est l'équivalent, voilà, de la ligue, je dirais nationale, mais, universitaire là-bas et qui signent des contrats d'1 million de dollars par an pour un jeune, allez, compris entre 18 et 22 ans, sans si je me trompe pas. Alors qu'en France, un tel salaire, 1 million de dollars, basket, je crois que l'équivalent du meilleur joueur le mieux payé en France, en championnat de France, ça doit être Mike James qui joue à Monaco et qui doit être payé aux alentours de 1,5 2 millions d'euros maximum ou un tout petit peu plus. Ça veut dire qu'en fait, on peut pas lutter face On à peut pas ces lutter, ouais. championnats. On peut pas lutter, mais même, tu vois, en termes de culture et d'habitude, nous, on est habitués, au sport gratuit en France et le sport amateur ne tient que grâce aux bénévoles. Voilà, les coachs bénévoles. Moi, j'ai repris le coaching cette année d'une équipe, de l'US Bouscat en U12. Hem, il y a que des éducateurs bénévoles. Alors je suis un des plus vieux, mais il y a que des éducateurs bénévoles. Aux États-Unis, tous les coachs sont payés. Tous les gens qui gèrent, le club sont payés. La licence qui va, coûter en France entre, 200 et 300 € selon les clubs, où tu as maillot, short, chaussettes, tout le matériel d'entraînement et cetera. La gestion des équipements sportifs, les pelouses et compagnie. Aux États-Unis, c'est, 2 500 à 3 000 $ par an. Ce qui Donc est c'est 10 énorme. fois plus cher. Donc ce qui veut dire que, bah, par exemple, pour faire un lien avec ce que je fais aujourd'hui, tous les clubs sont équipés de caméras. Parce qu'ils ont compris l'intérêt de, analyser les matchs, a posteriori. Ils ont compris l'intérêt de pouvoir, passer en streaming les matchs. Quand ton gamin, il joue à 3 heures d'avion de chez toi, tu vas pas y aller à chaque fois, tu vois? Et donc il y a des budgets, qui sont prévus pour la formation sportive des gamins, jusqu'à 1 000 $ d'investissement sur la pratique sportive par enfant, par mois. Ce qui est énorme. Bon, ça te paraît énorme, mais sauf que si tu fais ça, par exemple, de l'âge de 12 à 18 ans, OK? Ça doit te faire, pendant 6 ans, 12 000 $, tu vois? 70, 80, bon, entre, on va dire 80 000 ou 100 000 $. Ouais, on va se donner une fourchette plus large. Une fourchette plus large. Et beh, derrière, si tu as un niveau correct, sans être exceptionnel, tu vas choper des bourses en université. Je parle en connaissance de cause. Mon fils est parti avec une bourse, assez conséquente, qui vont te permettre d'économiser entre 70 et 150 000 $ par an pendant 4 ans. Oui. Et ça te permet derrière d'avoir un bagage académique que tu aurais pas forcément eu, sur ton compétence, uniquement, universitaire, et ça permet à des gens qui ont, tu vois, on disait, un esprit sain dans un corps sain, donc voilà, qui ont les 2, heu, de faire des bonnes études, de Ouais. faire du sport à un très bon niveau, de jouer parfois devant du public. Voilà, cite-moi un exemple de compétition universitaire en France, où tu as des dizaines de milliers de personnes, il y en a pas. Non, à l'UNSS, il y avait pas des dizaines de milliers de personnes, Il je y te en le a pas. confirme. Non, non, c'est sûr. Mais ce qui me paraît, assez fou de manière, générale, c'est qu'en France, sur les centres de formation, alors je sais pas comment ça fonctionne, au foot, mais quand les jeunes arrivent au basket en espoir, donc c'est, après 18 ans, à partir de 18 ans jusqu'à 22 ans maximum, je crois que c'est capé. Hem, dans certains centres, en fait, ils ont quasiment plus de cours. C'est-à-dire qu'ils ont le bac. Et il y a encore à Dijon, je sais qu'ils ont la possibilité de faire des cursus universitaires en STAPS et cetera. Mais globalement, ils ont un choix à faire, soit le basket, soit les études. Et s'ils font les études, c'est un entre-deux entre, bah, soit je fais rien, soit j'en fais un peu, mais au final, c'est peut-être pas, ce qui va me plaire, le plus. Et dans beaucoup d'amis que j'ai et qui ont, à un moment donné, été aux portes du haut niveau, aujourd'hui, ils sont quand même Ouais.
un peu plus en difficulté, même si, il le mentionne pas de la sorte, en difficulté sur, le double cursus que tu donnais, à la fois très fort, dans le sport et aussi très bon dans les études. Bien sûr. Ah écoute, c'est pour ça que moi je salue, et même j'accompagne des initiatives, qui commencent à traiter ce sujet-là. Il y a, un jeune homme qui s'appelle Guillaume Cascara qui a créé la School Cup, qui est la première compétition interlycée, qui a eu lieu pour l'instant, qu'à Bordeaux cette année, avec 20 lycées, publics et privés, au Matmut Atlantique, qui OK. s'appelle plus le Matmut d'ailleurs, mais bref, donc en gros, c'était, dans le stade, où jouaient les Girondins de Bordeaux, avec, une première mi-temps jouée par une équipe féminine, une deuxième mi-temps, jouée par l'équipe masculine, et donc les scores des 2 mi-temps permet de savoir qui a gagné. Il y avait, 10 000 lycéens qui sont venus. Pendant l'événement, il y a un salon de l'étudiant pour, que les écoles puissent, proposer des filières, après le bac, et cetera. Et cette année, ils développent ce projet-là dans 4 villes: Lyon, Nantes, Toulouse et Bordeaux. Donc avec l'objectif de toucher, potentiellement, 50 100 000 lycéens. Ils créent un événement pour les étudiants post-bac, toujours à Bordeaux pour commencer, parce qu'il est de là-bas, avec l'ambition de le faire dans toute la France. Avec cette fois-ci non pas un salon de l'étudiant, mais un salon de l'emploi, parce que là, on est sur des sujets de: «Qu'est-ce que va être mon premier job?» Et en fait, c'est déjà moi ça m'a bluffé de voir qu'il y avait 10 000 gamins qui se déplaçaient pour un tournoi de foot, où le niveau de jeu est pas ouf, tu vois? Mais, moi j'étais coach de l'école, de l'équipe de l'école de mon fils, et j'ai trouvé ça fantastique de voir, cette émulation, cette ambiance. Ils avaient préparé des tifos, tu vois? Ouais. Donc de dire que culturellement on est incapable d'aimer le sport universitaire, c'est pas vrai. C'est juste qu'il y a pas d'offre. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que ce qui rend l'organisation compliquée, c'est que c'est une idée qui est un peu folle et qui est très dure à mettre en œuvre, mais je pense que les clubs amateurs, tiens-toi bien, devraient fusionner avec les écoles. D'accord. Parce Ce que qui se passe un peu aux US. exactement, parce qu'aujourd'hui dans les écoles, il y a, comme tu dis, l'UNSS c'est pas suffisamment porteur, et ceux qui aiment vraiment le sport, ils vont dans des clubs. Et après, bah, les clubs, il y en a plein et ça marche, super bien, ce que propose la fédération, et cetera, mais voilà. La question, c'est est-ce que sans les clubs, on a vraiment les infrastructures? Bah, si tu relis les 2, les infrastructures Tu des vois? clubs deviennent Deviennent les les celles des mais en est-ce tout cas qu'elles ont envie de le faire? C'est en tout ça cas, surtout la question. inversement, un des projets, qui malheureusement n'a pas été mis en œuvre, par les politiques pour plein de raisons, notamment budgétaires. Un des projets qui permettait de redonner accès aux terrains de sport, ce qui est d'ailleurs l'exemple de la ville de Boston, qui était une des villes, qui avait le plus de problèmes de délinquance dans les fins des années 90, et qui, grâce à des pasteurs qui ont fait, un travail de reconnexion avec la jeunesse, des banlieues un peu difficiles, et cetera, a compris qu'une des solutions, c'était d'occuper la jeunesse, qui était désœuvrée, qui s'embêtait. Quand tu t'embêtes, tu fais des bêtises. Donc en gros, ils ont commencé à rouvrir les gymnases pour faire du basket, pour faire du volley, pour faire ce que tu veux, et ça jusqu'à 22h30, où tu avais les retraités qui venaient s'occuper de gérer les gymnases, les jeunes qui étaient là, et aujourd'hui, c'est une des villes les plus sûres des États-Unis. Ouais. Et donc en France, pourquoi on fait pas pareil? Tu vois? Je veux dire, pourquoi on ne rouvre pas les écoles, à la fin des cours à 17h? Parce qu'aujourd'hui, la seule excuse, c'est personne peut garder, Les enfants, ouais, il y a pas le personnel pour. voilà. Mais même pour les adultes, tu vois? Aujourd'hui, il y a plein de centres de paddle qui ouvrent, et cetera. Il y a plein d'infrastructures de gymnases, de terrains de foot qui seraient utilisables par, tous les habitants, du quartier, tu vois? Ouais. Et voilà, donc ça, moi, c'est une idée un peu, que je trouve simple à mettre en œuvre, voilà. Et si on a des bénévoles dans les clubs, on peut bien trouver des bénévoles pour fermer les portes de l'école à 22h alors que Ouais, les c'est gens, ils font ça. du sport, tu vois? Ouais. Tu parlais tout à l'heure un peu de Sportech et de tes premiers pas, dans l'entrepreneuriat, vraiment tech, on va dire. Et tu vas être président de la Sportech. Ouais. C'est assez fou parce que autant le sport en France, je trouve que c'est assez public, autant la Sportech en France, pour quelqu'un de lambda et traditionnel, je suis sûr que je vais dans la rue, je demande à quelqu'un: «Est-ce que tu sais ce que c'est la Sportech?» Je suis pas sûr qu'il me réponde, Ouais. exactement et me donne la bonne Alors définition est-ce que donc tu crois qu'il saura répondre à la même question si tu lui dis fintech ou biotech, tu vois? non, c'est la même chose, je C'est crois. pas la même chose. Non, c'est vrai que l'importance, c'est de bien définir ce que veut dire Sportech, parce que moi, j'ai effectivement, découvert le potentiel de cette industrie, grâce à Foodbar dans les fin de l'année 2020, et donc en juin 2023, je suis élu président pour, un 1er mandat, puis finalement j'en ai fait 2, et en fait, il y a eu une rencontre assez incroyable avec, Amélie Oudéa-Castéra qui était ministre des Sports à ce moment-là, lors de Vivatech, le temple de Le l'innovation, temps validation qui brasse un monde, ouais. conséquent. Et en fait, on s'est serré la main,
Et quelques mois plus tard, on a signé une convention avec le ministère des Sports qui nous a permis de vraiment structurer ce collectif, de pouvoir recruter des membres permanents qui sont, voilà, ils sont 2 aujourd'hui, Claire Goyon et Jules Boisson qui sont 2 jeunes, extra. Claire qui nous a rejoint après 4 ans, sur l'innovation aux Jeux olympiques de Paris. Donc en fait, on est passé de 40, entreprises en 2023 à plus de 200, aujourd'hui. Donc il y a quand même une effervescence autour de l'innovation et du sport, Ouais, notamment grâce aux grands événements, hein, JO de Paris, coupe du monde de rugby en 2023. On accueille, en 2027, les championnats du monde de cyclisme, qui est un énorme événement. Il y aura plus d'athlètes aux championnats du monde de cyclisme qu'aux JO d'hiver 2030. OK. Les JO d'hiver 2000 bon bref, donc en gros, on est, une terre d'accueil de grands événements sportifs qui permet de faire rayonner le pays, qui permet de développer l'économie du pays. Les JO, ça a eu un impact de 0,3 points sur la croissance de la France en 2024. C'est énorme, tu vois? C'est Donc vrai, c'est énorme. l'économie, je dirais générée par, bah, le tourisme, tous les à côté, c'est colossal. Mais paradoxalement, ça fait pas de la France une nation sportive. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Teddy Riner, c'est Florent Madonou, c'est beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont dénoncé ce ce paradoxe. Comme tu disais tout à l'heure, plein de super bons résultats aux Olympiques. On est champion du monde, 2 fois en foot et cetera. En rugby, on est super fort. Mais on n'est pas une nation sportive. Donc pourquoi? Est-ce que c'est la faute des politiques? Est-ce que c'est la faute des financements qui sont pas assez nombreux, financements privés et cetera? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc moi, ça m'a beaucoup plu de voir, l'émergence de solutions innovantes pour aider à la haute performance. Parce que, tu vois, j'ai beaucoup parlé de la pratique pour Oui. tous, mais en vérité, par exemple, il y a une société comme Vogo, à Montpellier, qui travaille avec la ligue de rugby sur les commotions cérébrales et aujourd'hui, qui réfléchit à utiliser ces outils vidéo pour, aider les médecins à prendre des meilleures décisions. Parce qu'on sait que la première commotion cérébrale, Elle est très elle peut être importante, grave, ouais. mais la pire, c'est la deuxième. Donc voilà, donc tu vois, si la technologie permet d'avoir un impact sur la santé des joueurs, bah, Ouais. c'est important, quoi, Et tu vois? tu disais justement quelque chose de très intéressant, tu parlais des sportifs de haut niveau, de la haute performance. Est-ce que tu penses que la haute performance, tire vers le haut, les gens, normaux? Ou alors, c'est un peu l'effet inverse? Il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas du tout, ils se disent: «Bon, bah, moi, en fait, bof, j'aime pas trop courir, j'aime pas trop faire de sport» et donc n'arrivent pas à s'identifier. Parce qu'en fait, même quand on s'identifie, ça veut pas forcément dire qu'on a envie de faire exactement la même chose que les gens. Est-ce que tu penses pas que promouvoir la culture du haut niveau, c'est laisser au passage, beaucoup de personnes, au bord de la route? Non, moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est la magie du sport, c'est d'avoir des stars, voilà, des Pierre Gasly, des Raphaël Varane, des Blaise Matuidi. Je cite ces gens-là parce que c'est des gens qui ont investi dans la tech derrière. Voilà, Maya Metella, bref, qui t'ont fait rêver, soit devant la télé, soit dans un stade et qui te donnent envie de leur ressembler, tu vois? OK. Et ça existe dans d'autres univers, la mode, la musique et cetera, mais c'est vrai que cette aspiration à devenir, comme Kylian, tu vois? Et souvent pour se moquer, autour des terrains de foot amateurs, on voit des parents un peu énervés, et on dit qu'ils ont voilà, le syndrome du projet Kylian, qu'ils sont Ouais. convaincus que leur Roger fils, Mbappé? et en fait, ce qui est d'ailleurs un sujet, tu vois? Moi, je reviens des États-Unis où un arbitre, à qui on a dit: «Il y a pas hors-jeu», avec le même ton de voix que je viens d'utiliser, s'arrête il est arbitre de touche, il va voir l'arbitre principal. Ils excluent le père de famille qui a dit: «Il y a pas hors-jeu». Il exclut de l'enceinte et le match s'arrête pendant 10 minutes en attendant que le gars sorte de l'enceinte. Ce qui est quasiment C'est du jamais vu en inimaginable en France. France. C'est du jamais vu en France. En France, moi, j'ai tous les week-ends des problèmes avec, en tant qu'éducateur d'un club de U12, j'ai mon fils qui joue en U15 et tous les week-ends, je suis obligé d'intervenir pour dire aux parents: «Ne parlez pas comme ça de l'arbitre, il a 16 ans». Tu vois? On met des arbitres en formation, chez les gamins, c'est normal. C'est on peut pas insulter un gamin de 16 ans qui vient arbitrer, mais qui est en phase d'apprentissage. On peut pas insulter un gamin de 12 ou 13 ans ou 14 ans ou quel que soit l'âge en vrai, tu vois? Et Mais est-ce donc que justement c'est ça? Est-ce que c'est ce projet Mbappé qui rend les parents dingues au bord du terrain? je pense que ce qui rend les parents dingues, c'est pas le sport, c'est leur vie qui est difficile, tu vois? Donc c'est là où en fait, je pense qu'ils se rendent pas du tout compte. Moi, je vois des gens qui disent à leur gamin: «Va à gauche, va à droite, tacle, saute, machin». Tu vois? Ils ont l'impression d'être avec un joystick en bord de terrain. Le gamin, d'un point de vue cognitif, c'est prouvé que c'est ingérable.
C'est ingérable, surtout que le coach, la plupart du temps, va dire l'inverse. Donc il entend monte, descend, avance, recule, enfin c'est ingérable et donc tu vois des gamins qui passent leur temps à regarder leur, papa souvent pour tu vois? Pour être sûr qu'ils font bien ce qu'il faut faire. C'est traumatisant et donc tu as un décrochage au niveau de l'adolescence, qui est prouvé avec les stades de licenciés, notamment en foot, qui est le sport où il y a le plus de pratiquants. Après, 15 ans chez les garçons, adolescence, études un peu plus difficiles et cetera. Manque d'intérêt pour la compète aussi, compréhension que tu seras pas pro, tout ça et chez les filles, c'est plutôt 13, tu vois? Donc moi, je pense qu'il faut être super vigilant sur cette évolution, des parents qui ou des éducateurs un peu malveillants et il y a des solutions. Il y a des solutions. Ce que je viens de te donner comme exemple aux États-Unis, voilà, il y a quelqu'un qui dit une insulte, tu arrêtes le match Ouais. et tu On reprends. arrête très souvent, alors ça veut C'est dire pas en grave, France, hein, c'est pas grave. jusqu'au jour où ça sera ancré, Ouais, vraiment. Mais je trouve qu'il y a quand même, des différences aussi là, en fonction des sports. On a un rapport à l'arbitrage au rugby, qui est très respectueux. j'adore les 10 mètres, c'est magnifique. Ouais et même, je sais pas si tu as vu, il y avait des petites vidéos sur Canal où tu vois les interventions des arbitres avec les joueurs et tu vois le respect, qu'il y a. Je trouve ça assez fascinant. Moi, je suis arbitre aussi, au basket au niveau national. On a affaire, tous les week-ends, je dirais à des comportements qui sont parfois plus ou moins déplacés, mais qui restent, je trouve, bien en deçà de ce qu'on peut voir au foot et de ce qu'on a vu sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. Moi, ça fait quasiment 9 ans que je suis arbitre au basket et il y a des situations au foot que je trouve Tu vois, dramatiques. il y a une initiative, je parle beaucoup de ce pays-là, en exemple parce que j'y ai passé voilà, un peu de temps ces derniers temps, mais qui s'appelle Soccer Parenting, qui est une ancienne joueuse entraîneur de foot et cetera, qui a créé c'est un business et les clubs financent des formations pour les parents. OK, donc en gros, tu es irrespectueux sur le bord du terrain, tu pars en formation, quoi? Un peu quand tu viens de griller un feu rouge et que tu dois faire ton Mais stage en fait, de tu fais des exercices récupération de tu points? fais des exercices en visio et cetera où tu prends conscience de l'impact de tes paroles, tu vois? Moi, il y a un gamin qui est en service civique, qui a 18 ans, au club, qui s'emporte sur un match de Gambardella, en disant: «Ouais, on va te crever les pneus» et cetera. Je l'ai chopé, je lui ai dit: «Tu peux pas dire ça. Tu es éducateur au club, tu es service civique». Il dit: «Ouais, mais ça m'a». Tu vois? J'étais passionné, je dis: «Ouais, mais tu as plus le droit de dire ça. La passion Tu en fait, n'est tu as pas jamais ne le droit de dire justifie ça». pas tout, Tu vois? quoi. Ouais, Voilà, donc voilà, moi je reste un éternel optimiste. Je pense qu'on trouvera des solutions et l'innovation, encore une fois, notamment l'utilisation de la vidéo, parce que c'est mon projet actuel, c'est, c'est quelque chose qui va permettre ouais, de mieux appréhender plein de domaines, tu vois? ouais. Plein de domaines. Intéressant. Mais là, on va passer peut-être, vraiment, à la dernière phase. Tu parlais d'entrepreneuriat, parce que tu as quand même, une vie hyper remplie quand on a regardé tout ce que tu as fait. Donc on se demande un petit peu, toutes ces étapes-là, comment elles sont venues? Mais à la fois, c'est tellement Faire rationnel. attention à LinkedIn, hein, je préfère le dire, ça reste un Ah, réseau social, ça reste un réseau social? Ah OK. Donc tu as menti sur ton profil non, non, LinkedIn. j'ai pas menti, mais ce qui va pas là, c'est qu'une vie professionnelle c'est comme la vie tout court. Ouais, C'est jamais tout plat, tu vois? Il y a ouais, des hauts, il y a des bas. C'est ça qui fait la richesse d'une vie, hein. C'est comment, appréhender les moments où ça se passe très bien bien, sûr, comment appréhender les je te moments où ça se rejoins. passe moins bien. Encore une fois, moi, je te dis, une de mes recettes, c'est le sport. J'ai eu la chance de refaire du vélo avec des périples. On a fait une traversée des Pyrénées entre potes, où on a levé des fonds pour la fondation Alzheimer. C'était pas des grosses sommes, mais Ouais où tu te retrouves, en fait. Tu te retrouves à et faire des choses tu te dans un retrouves sur des concert choses et concrètes et qui des ont un choses vrai hyper impact. concrètes et il Ouais, faut avoir des points d'accroche, hem, tu vois? Encore une fois, c'est vrai que dans mon quotidien, j'ai eu la chance de rencontrer des gens hyper inspirants. Hier, je parlais avec le directeur de l'innovation du PSG, avec, celui qui s'occupe des investissements du groupe Manchester City. Donc dès que tu dis ça, tu vois, mes enfants me disent: «Ah, c'est incroyable» et cetera. Ouais, c'est incroyable, mais en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui sont en recherche oui. de nouveaux projets parce que, ils ont, bah, des objectifs de business déjà. Ils veulent générer plus de chiffre d'affaires. Faut quand même pas oublier que c'est des entreprises. Ouais, c'est des entreprises. D'ailleurs, ils m'ont parlé, d'un truc assez marrant, c'est qu'il y a aucun club, au niveau mondial qui a craqué le milliard de revenus. De revenus, OK. Voilà, donc il Donc y en tout a confondu, là, tu tout parles, confondu. maillot, billetterie, tout? Ouais, tu sais, maintenant, il y a des académies dans le monde entier qui Oui, sont aussi générateurs de plein de revenus et cetera et donc pareil, sur tous les champs qu'on a évoqués depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la haute performance, ils cherchent des solutions. Comment on recrute les nouveaux talents. Tu vois, mon nouveau projet avec, Blaise Matuidi et Thibaut que tu peux Agadir, pitcher d'ailleurs, hein, ouais, que je parce peux que tu pitcher peux quand à même nouveau, mais expliquer ce que tu es en train de porter non, comme mais en projet. gros, ils ont créé il y a 2 ans une, plateforme une marketplace de coach de foot. Donc, un peu sur la base du constat aux États-Unis et du constat de la vie de Blaise Matuidi qui était en équipe 3 jusqu'à 10-11 ans. Il était pas du tout, dans les meilleures équipes. Donc il a fallu qu'un coach le repère pour qu'il ait accès aux meilleures équipes et qu'il fasse la carrière qu'on lui connaît. Et donc il considère que parfois tu as des talents qu'on laisse de côté
Parce que, bah, le niveau de formation des éducateurs est pas toujours, au top parce que tu as des équipes en 8, des clubs où tu as 6, 7, 8 équipes. Ouais. Donc quand tu es en équipe 8, bon courage, tu vois ce que je veux dire? C'est pour Non, remonter bien sûr. l'ascenseur, il faut du temps. Donc si tu as l'opportunité de faire, du foot à côté, en coaching individuel ou par petits groupes, bah, tu as plus de chances de progresser. Donc ils ont créé une méthodologie d'apprentissage du foot avec des coachs, qui permet un peu comme Duolingo de franchir des étapes et en parallèle, il y a, un peu moins d'un an, ils m'ont dit, «On aimerait bien, construire une offre, tech» et donc on a parlé avec beaucoup, beaucoup de gens et on a rencontré, une boîte, en Bretagne qui s'appelle Movency, qui fait des caméras autofollow, c'est-à-dire des caméras qui suivent le ballon automatiquement dans tous les sports d'ailleurs. Ils Ouais. sont très forts en équitation, en volley, en basket et cetera et le patron de cette boîte-là, qui s'appelle Eric, qui est un polytechnicien qui Qui va est ça brillant. brillantissime, mais qui a vu arriver, bah, Blaise Matuidi, qui a juste un réseau et une autorité incroyable dans le monde du foot. Moi, sur la partie, business et cetera et souvent, on cherche de la complémentarité. Donc lui, il avait la tech, nous, on avait, le réseau, la méthode de coaching et le projet, c'est, de créer un peu le leader mondial de l'analyse vidéo, qui est sous-utilisé dans le monde amateur, qui est surutilisé dans le monde professionnel, pour aller, choper des informations, qui vont être utiles, pour le coach, pour, créer ton CV de joueur. Donc OK. aujourd'hui, dans le foot français, entre 15 et 18 ans, même en centre de formation, ton s la plupart du temps, tu as un CV papier. Ouais, bien sûr. Voilà et bien sur un papier, tu vas pas dire grand-chose, tu vas faire du déclaratif et un coach ou un scout ou un recruteur, Les il va besoins de la devoir, vidéo. ils ont dans la vidéo. Moi, mon fils qui est parti aux États-Unis, on a vu une dizaine d'universités entre janvier, et avril, dans la phase de sélection, tu vois? Et ils nous demandaient un CV vidéo mis à jour toutes les semaines Toutes les semaines, OK. et nous, on en a fait un tout court. OK. Sur les 6 mois où, tu vois, qu'a duré le processus, on a eu un seul CV parce que enfin, une seule vidéo parce que, bah, tous les matchs sont pas filmés. Quand c'est filmé par l'équipe adverse, tu récupères pas le flux Ouais, bien sûr. vidéo. Quand c'est filmé par ton équipe et que tu récupères le flux, qui fait le montage? Ah, c'est vrai. Tu vois? Donc en fait, c'est un énorme besoin qui est moi, j'ai parlé avec plein d'agents en France qui disent: «Bah, chez les pros, on a un outil qui s'appelle Wisecout où tu as toute la data que tu veux, toutes les vidéos que tu veux». Ça passe à la télé, donc ça va, tu peux Ouais, récupérer tu pas peux mal récupérer d'infos. facilement. Mais chez les jeunes, il y a rien. Y a rien. Et Il y a rien. comment s'appelle du coup cette boîte que Ça s'appelle tu ferais? Plays, OK. Playse, donc il y a le côté, play et le côté un peu easy, tu vois? Ouais. Et en gros, l'idée, c'est pas de faire un projet que foot, mais de profiter de l'opportunité Coupe du monde 2026 aux États-Unis, avec, un fort développement de ce projet-là aux États-Unis. Hem, Fort développement en Europe en conservant les bases solides, donc des 2 sociétés qui fusionnent, Plaze d'un côté, Movency. Alors je dis qu'ils fusionneront parce que, c'est conditionné à la réussite d'une levée de fonds qu'on a lancée il y a quelques jours. Et vous cherchez combien au total? On cherche minimum 5 millions, entre 5 et 7 millions, avec, voilà déjà un fonds d'investissement qui nous suit qui s'appelle Seventure, qui dépend de Natixis, qui est très connu dans le monde de Du la groupe fintech, BPCE quoi, donc du Banque groupe Populaire BPCE. Caisse d'Épargne. Exactement. Et on a lancé une campagne de crowdfunding avec une entreprise qui s'appelle SoWeFund. Ouais. Et Voilà, vous donc cherchez on a combien sur ce WeFund? Vous le ouais, max? on espère, 1,5 million, tu vois? OK. Donc ce qui est assez, intéressant, c'est que c'est ouvert à tous les portefeuilles, puisque c'est à partir de 1 000 €, donc c'est pas besoin d'être un gros investisseur pour participer à l'aventure. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de retombées presse parce que, ben, Dès que Blaise tu mets un petit nom comme Matuidi, ouais, ça fonctionne non, mieux? mais je pense surtout que, tu vois, on en parlait hier, avec des gens qui sont dans le monde du sport. Je pense qu'il a une crédibilité dans cet univers-là, de par la Son sérieux? ouais et aussi il a fait les choses progressivement. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent aller très vite. Lui, il a commencé par se dire: «Bon, je veux comprendre ce monde-là, je crée un fonds d'investissement avec des Qui gens qui ont aussi le s'appelait métier». Ça Origins. s'appelle Origins. Ensuite, je vais mettre quelques tickets dans quelques boîtes pour voir comment ça marche. Ensuite, je crée mes propres académies. Il a créé, l'académie avec, un joueur anglais qui s'appelle Kieran Gibbs et Sylvain Marveau à Miami et à Houston. Donc j'expérimente, tu vois, mon laboratoire et cetera. Et puis il y a cette boîte qui s'appelle Plaise, qui est son bébé, absolu. Donc tu vois, il dévouait énormément de temps et c'est vrai que, il a dit: «Bah, maintenant que j'ai compris le monde de l'investissement, les levées de fonds, les séries A, les séries B, qui ne sont pas que des championnats en Italie», tu vois? Et ben, je me sens capable de me lancer dans grand bain et ça lui donne, il a participé à l'émission, sur M6 qui va être Qui va être mon diffusée, associé? comme certains autres sportifs qui ont tout le monde n'a pas la même image, tu vois? Tous les anciens sportifs, je citerai pas de nom, mais n'ont pas la même image dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'ils ont Ouais. pas fait les mêmes choix, tu vois? Non, mais moi je pense aussi ça vient, et c'est Tony Parker qui le dit souvent. Il dit:
une carrière même d'entrepreneur, elle se construit pas une fois qu'on a raccroché, les crampons. Parce que pendant qu'on est au top de notre forme, qu'on performe sur le terrain, qu'on est très connu, c'est le moment en fait de réseauter et de lancer des projets aussi. Et c'est vrai parce qu'une fois qu'on a raccroché, en réalité, on a un peu moins de valeur, qu'on le veuille ou non, aux yeux des gens. Hem et ce qui me paraît aussi assez fou avec, Matuidi de manière générale, qui suit le foot, mais qui suis pas non plus le plus grand fan de foot, par rapport à toi et par rapport à beaucoup de gens en France, hem, c'est l'image qu'il a eue durant quasiment toute sa carrière. Tu vois, moi, j'ai pas suivi toutes ses interventions, tout ce qu'il a fait, mais il me paraît, comment dire? Quelqu'un de plutôt stable, sans sortie de route, excessive, qu'on voit pas avec des mauvais articles dans la presse et ce qui fait qu'à un moment donné, même si, il y a des gens qui peuvent être plus connus que lui dans le foot, il est suffisamment connu pour être un bon joueur, plutôt bon dans la manière dont il communique, dont il parle et dans la manière dont il construit, pour que les personnes du grand public, que ce soit mon père, ma mère ou moi ou ma petite sœur, aient confiance en ce personnage. Ouais, mais je pense que c'est, tu vois, le footballeur qu'il était, besogneux, travailleur, voilà, dur sur l'homme et cetera. C'est des recettes qu'il est prêt à reproduire dans mon entrepreneuriat parce qu'il faut se lever tôt, il y a le décalage horaire, tu vois? Parce que là, Il vit à il vit à Miami, Miami. il a une famille avec, 4 enfants, je crois, donc il est très occupé, si tu veux. Il voyage beaucoup parce qu'il est ambassadeur pour le PSG. Bon, c'est vrai qu'il a une vie bien remplie, mais il a gardé ses réflexes de discipline de sportif de haut niveau. Je crois que c'est Benjamin Cazer qui a monté un fonds qui s'appelle Team Pack, un ancien rugbyman qui disait, «Les entrepreneurs, c'est les sportifs de haut niveau de la vraie vie», tu vois? Alors je sais pas si c'est, Je sais pas exactement si ce c'est terme. tout le temps vrai. Ouais, mais c'est vrai que c'est ouais, c'est peut-être pas forcément tout le temps vrai. Mais c'est vrai que tu as quand même, ouais, besoin d'accepter, que ce sera pas un long fleuve tranquille, que, voilà, les levées de fonds, tu vois, pour te donner quelques chiffres, la Sportec en France depuis 4 ans, c'est un peu plus d'1 milliard cumulé. Alors ça peut paraître énorme, mais en fait, par rapport, C'est pas tant que ça. on est la 7e nation mondiale. Les premiers c'est les Américains. Ils sont à combien, On a eux? 16 milliards. Il y a quand même un petit gros différentiel. Mais tu parles de la Sportec, mais c'est la même chose pour, quasiment toutes les industries, hein. Exact, exact. Donc moi je pense quand même qu'il y a la place pour, voilà, retrouver des financements, de gens qui vont comprendre que quand tu investis dans le sport, c'est pas uniquement de la rentabilité immédiate que tu recherches, c'est aussi un impact sociétal. Et ça, c'est vraiment de l'innovation OK. parce que le sport, ça règle des problèmes de société tous Ouais. les jours. Encore une fois, moi, je dis, j'ai la chance de coacher des gamins qui sont hyperactifs, qui ont HPI, qui ont des TDAH, qui ont des problèmes familiaux. Sur un terrain de sport, tout le monde arrive avec le même short, le même maillot. Tu crées de la camaraderie, tu crées du respect de l'arbitre, des entraîneurs, de l'autorité au sens large. Et c'est finalement, tu vois, après l'école et la famille, c'est un lieu très important. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, je trouve ça marrant, que si tu mettais tous les licenciés de clubs de foot, tous ensemble, ça ferait le plus grand parti politique de France, tu vois? Ce qui est possible. Ce qui est possible. Mais donc, blague mise à part, je pense que, hem, on est à l'aube, en France, d'un mouvement qui est en train d'être initié. Il y en a qui reprochent, un héritage pas assez fort des Jeux olympiques. Je pense quand même qu'il y a un mouvement qui est en train de naître, de prise de conscience, notamment des adultes, que déjà ils doivent être exemplaires. Parce que si les parents font pas de sport, les enfants font pas de sport. C'est une corrélation qui a également été prouvée. Que les chefs d'entreprise ont compris qu'on pouvait pas mettre des bureaux, avec des chaises, pour être assis toute la journée, qu'il fallait, soit avoir, des ballons comme il y a chez le kiné, tu vois? Ouais. Ou avoir des Des bureaux tables qui se surélèvent. qui se surélèvent. Moi, j'en avais, Pays-Bas, chez Nike, en 2015. On est en 2025. Chez mon employeur, j'en ai, hein, donc Bravo, c'est que ça existe. bravo. Félicitations à ton employeur. Donc en fait, si chacun fait cet effort-là de prendre conscience que quand tu es debout à ta table de bureau pendant toute l'année, c'est l'équivalent de courir un marathon. C'est une dépense énergétique qui est l'équivalent de courir un marathon. C'est C'est fou. considérable. Donc voilà, il y a un devoir d'exemplarité, de prise de conscience. Le professeur Carré, qui est un éminent cardiologue qui travaille sur ces sujets de sédentarité, encore une fois, on parle très bien en disant «la chaise tue». Il y a un bouquin qui est sorti sur ça. Et moi, je te dis, ça passe par la gamification du sport. Et donc, quand je te dis, que la vidéo va révolutionner le sport amateur, les gamins qui partagent des émotions de leur match, ils partagent une photo dans les vestiaires, avec le maillot à l'envers, leur numéro et cetera. Parce qu'ils ont pas de photo de match à partager. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont pas de moment du match à partager. Parce que s'ils avaient un coup franc dans la lucarne, ils mettraient ça. S'ils avaient une reprise acrobatique ou même un tacle défensif, ils mettraient ça.
Donc demain, plutôt que de partager, je dirais des bêtises, de partager des moments de sport qui vont être peut-être viraux, on l'espère, tu vois? Et donc tu vois, c'est tous un peu notre rêve de créer des liens entre le jeu FIFA, avec des cartes de joueurs Ouais professionnels et et la d'avoir les mêmes réalité. cartes, en basket, c'est pareil, Ouais. de toi qui es amateur et cetera, qui as ta petite carrière et de te dire: «Bah, tiens, je vais améliorer mon profil», de créer des passerelles entre ces 2 mondes-là plutôt que de refuser le digital et les écrans et cetera, mais de les associer pour créer, encore plus d'émulation et encore plus d'envie, pour cette jeunesse qui a besoin de faire du sport. Jacques, on va être quasiment à la fin du podcast, parce que ça fait un peu plus d'1 heure qu'on discute ensemble et qu'on traite de ce sujet-là qui est passionnant et sur lequel je suis sûr qu'on pourrait parler encore, 1 heure. Mais je vais avoir une question. C'est la même question, à chaque fois dans tous mes podcasts. C'est vraiment pas une question en réalité, je l'aborde toujours de cette manière-là, mais tout le monde sait que ça n'en est pas une. C'est plutôt le mot de la fin. Jacques, tu as en gros 1 minute pour traiter d'un sujet, en tout cas essayer de traiter un sujet en 1 minute qui te tient à cœur ou un message que tu as envie de faire passer, à toutes les personnes qui sont arrivées, quasiment au bout du podcast, pendant 1 heure à nous écouter. Mon message, c'est voilà, ceux qui écoutent le podcast et le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde fabuleux où, encore une fois, tu prends des risques, tu crées le monde de demain. Heu, je pense plutôt à ceux qui veulent, financer les projets dans l'innovation. C'est des personnes qui parfois sont un peu, inquiètes parce que dans le monde des startups, il y a des échecs. Mais la question que je leur pose, c'est, est-ce que c'est plus rassurant d'acheter un énième bien immobilier, tu vois? De rajouter de la pierre à la pierre, dans un monde qui est déjà, pas mal urbain? Ou, est-ce qu'il vaut mieux pas justement travailler sur, le monde de demain où nos jeunes, où nos athlètes ont besoin, bah, d'équipements sportifs, plus durables, tu vois? On a une boîte qui s'appelle Natural Grass qui fait des pelouses hybrides où tu as plus besoin d'arroser parce qu'ils ont trouvé un moyen de stocker l'eau de pluie. Je pense, que dans cet écosystème, on a besoin de retrouver de la confiance, de retrouver des gens qui viennent de manière un peu plus désintéressée, hem, parce qu'à la fin, je pense que la France, sera, l'une des plus grandes nations sportives. Et ben, merci beaucoup Jacques d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé quand même énormément d'informations, de tips et de constats, sur l'ensemble du marché Sportec, mais pas que. Merci beaucoup Jacques. Merci Pierre.